Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 13 mai, nous sommes en direct sur les supports numériques de Paris-Normandie, le site web, la page Facebook. Nous sommes également avec tous les auditeurs de Radio Sensation. Bonjour à eux et nous débutons cette émission avec Thierry Rabillet. Bonjour Thierry. Bonjour Sylvain. Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris-Normandie. Et puis nous avons une nouveauté dans cette émission. Cette nouveauté, elle s'appelle Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors Valentine, vous êtes une web spectatrice, vous suiviez l'émission. Et puis comme vous êtes étudiante, eh bien, nous avions il y a quelque temps eu l'idée d'aller faire un reportage chez vous. C'était le thème d'une étudiante confinée. Vous allez nous expliquer tout à l'heure votre confinement, vous allez nous expliquer votre déconfinement. Oui. Et si vous aussi, vous avez envie de venir participer à cette émission, de venir sur le plateau, de venir aussi questionner nos invités comme Valentine va le faire toute l'émission, eh bien c'est possible. Il suffit juste de nous contacter. L'émission débute maintenant. Nous allons, au cours de cette heure de direct, vous emmener au Portugal. Nous allons également vous convier à partir à Séoul. On va passer par Saint-James, pas très loin du Mont-Saint-Michel, une belle entreprise. Saint-James, les habits, les vêtements nés de la mer. Luc Le Sénécal, le patron, a eu l'idée de transformer son outil de production pour fabriquer des masques. On va passer par le Petit Quevilly, on va rencontrer la mer. La chronique de Perico Légas, le journaliste critique gastronomique. Enfin, beaucoup de choses qui vont, j'espère, vous intéresser. Mais on commence traditionnellement avec le patron de la rédac, comme on dit un peu dans le jargon, Thierry Rabillet, qui nous sort un journal avec cette une rentrée sous surveillance. Je ne le sors pas tout seul. Et puis non, je rassure aussi les fans de cette émission. Anthony va bientôt arriver sur le plateau. On aura Thomas Dubois tout à l'heure en duplex. Il sera sur le marché du Neubourg, où Thomas est parti voir la reprise des marchés, comment ça se passe, les marchés alimentaires qui avaient été fermés dans la plupart des grandes villes. Donc on aura du Thomas Dubois à l'antenne tout à l'heure. J'espère que le contact a été pris et que Thomas nous écoute sûrement et qu'il va pouvoir nous raconter concrètement comment se passe le retour à la vie normale pour les commerçants dans une petite ville de l'Eure, le Neubourg. Et pour revenir au sujet du jour, effectivement, c'est sur le site de la rentrée scolaire. Et avec les écoles, comment ça se passe dans les écoles. On va en parler tout à l'heure avec Valentine. Elle va nous raconter comment, les étudiants pour lesquels il n'y a pas de reprise des cours, tous les campus universitaires sont fermés. Donc là, nous sommes allés à la rencontre des écoles primaires, élémentaires, savoir comment ça s'est passé concrètement avec en fait beaucoup d'écoles, des chiffres assez phénoménaux donnés par l'Éducation nationale sur le nombre d'écoles qui rouvrent. On est sur des taux de 80, 90, voire plus. Exact. Mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur des classes, il y a très peu d'enfants. Donc on est sur un taux de rescolarisation très très faible. Donc on a des taux d'école très forts et en fait on est sur des classes parfois 5, 6, 7 élèves. Donc on est loin de la réalité. On n'est pas sur un retour à l'école de tous les élèves du primaire en Seine-Maritime et dans l'Eure. C'est un peu l'éternelle question, Thierry Rabillet, que les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Exactement. Donc forcément, pour l'Éducation nationale, le satisfecit, c'est les écoles rouvrent à 90%. Donc globalement, les 10 derniers, c'est un petit peu les mauvais élèves de la classe, comme la ville de Rouen qui a décidé de rouvrir que le 25 mai en raison il y a 54 classes, écoles à nettoyer, à rééquilibrer, à réintégrer. Et quand on voit les photos, effectivement, qui ont pu être prises hier par nos journalistes sur le terrain, quand on voit des cours de récréation avec des carrés blancs au sol, où on met quasiment des enfants en cours de récréation, vous êtes dans un carré de 4 mètres carrés, vous ne bougez pas, et globalement, vous regardez votre petit copain, votre petite copine qui est à côté dans un autre carré blanc fermé, et surtout, vous ne bougez pas. C'est pas forcément l'image qu'on s'en fait de l'école, en tout cas, que moi je me fais de l'école et que beaucoup de parents se font de l'école. La preuve, peu de parents en fait en réalité ont remis leurs enfants à l'école. Ceux qui sont repartis à l'école, c'est les enfants des soignants, justement des personnels enseignants, des gens des animateurs du périscolaire, des gens qui travaillent dans les services aussi des cantines, de la restauration scolaire, qui n'ont pas le choix puisqu'ils ne peuvent pas à la fois être au travail et garder leurs enfants. Donc en revanche, tous ceux qui avaient le choix de pouvoir garder leurs enfants à la maison ont gardé leurs enfants à la maison. Et on verra que la semaine prochaine avec le collège, ça sera la même chose. Et que le lycée, n'en parlons même pas à partir du mois de juin, avec globalement 3 jours de lycée, quoi. Et puis Thierry, vous allez avoir la possibilité très concrètement de questionner Madame le maire de Petit Quevilly, qu'on va avoir tout à l'heure. Juste quelques questions, Valentine, puisque vous restez avec nous toute l'émission. Merci, c'est sympa. Comment vous synthétiseriez votre confinement d'étudiante dans une petite surface immobilière, votre appartement Comment vous le définiriez, ce confinement que vous avez vécu en synthèse ? Là, franchement, la solitude, parce que on voit aucun visage familier depuis plusieurs mois. Et quand on sort, par exemple, faire des courses, on voit que des gens inconnus, donc ça change pas grand-chose. En plus, c'est souvent des gens pas très agréables dans les magasins.
Et ouais, c'est vraiment la solitude. Après, c'est aussi le manque d'air, de jardin. C'est dans ces moments où on se dit, ah, un jardin, ça aurait été incroyable. Genre là, je me dis, dans ma prochaine maison plus tard, il me faut absolument un jardin. Voilà, c'est totalement ça. C'est une réaction intéressante ce que dit Valentine, oui. parce que globalement, toutes les personnes que nous avons interrogées sur comment ils ont vécu leur confinement, notamment des gens qu'on a pu interroger, des écrivains, des acteurs qu'on a eu à l'antenne. On en a eu beaucoup, oui. Et tous ont dit la première chose, ça a été « je me plains pas, je suis un privilégié, j'ai une maison, j'ai un jardin ». Ils ont tous eu des pensées pour tous les gens qui sont dans des appartements, dans des tours, dans des immeubles. Et tout le monde a eu une pensée vraiment très forte, très affective sur justement les gens qui vivent dans des milieux restreints, où ils n'ont pas de balcon, pas de jardin. Ils ont dit pour eux, ça a dû être très dur. Donc, nous, on est des privilégiés. Maison plus jardin, effectivement. Et il y a des architectes qui en parlent en disant justement qu'il y aura peut-être, et même les agents immobiliers qu'on a interrogés, sur un retour justement vers des achats périurbains, vers la campagne, avec justement, pour anticiper d'éventuels d'autres types de crises sanitaires de ce type-là, d'avoir au moins un espace pour respirer à l'extérieur. Petit retour sur Info, sur reportage. Regardez, quelques secondes, c'était le reportage qu'on avait consacré à Valentine. On en regarde une trentaine de secondes. Mais moi, j'ai quand même essayé de toujours continuer à être un peu confinée chez moi, malgré le fait que ce soit le déconfinement. Un minimum quand même, et respecter toujours les consignes d'hygiène qui a été données. De toute façon, ça s'en va pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même qu'on respecte le tout et qu'on tienne jusqu'à vraiment que le virus n'existe plus. Alors Valentine, même question, mais alors pour le déconfinement, c'est-à-dire comment il se présente ce déconfinement depuis lundi, comment vous le vivez, vous qui êtes étudiante, je le rappelle. Alors moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose. Juste là, je prévois de revoir mes amis, mais sinon, j'essaye toujours de faire attention, de rester quand même chez moi. De pas, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose à l'extérieur. Et voilà, enfin, ça va pas changer grand-chose, juste je vais revoir mes amis et ma famille aussi ce week-end, ça va faire du bien, donc voilà, la solitude va être cassée, enfin. Est-ce que le rédacteur en chef a une question à poser ? J'ai une question quasiment, une question de parents, hein, j'ai envie de lui dire. Est-ce qu'elle a étudié pendant cette période-là ? Est-ce qu'elle a été studieuse ? Est-ce qu'elle a bien suivi ses cours ? On en parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission, hors antenne. Justement, est-ce que les profs ont été aussi studieux ? Est-ce que les profs ont joué le jeu aussi du téléenseignement ? Et donc, c'est la question que j'ai envie de dire. Est-ce que vous en êtes où ? Parce qu'il faut savoir que Valentine prépare aussi des écoles d'ingénieurs. Hein. Donc, on est sur des études quand même qui sont solides, hein. Donc, qui nécessitent beaucoup de travail normalement. Donc, est-ce que Valentine a bien travaillé depuis le 16 mars ? Ça rigole pas ici sur le plateau, hein, ah des non, questions du rédacteur. C'est la question que va lui poser sa maman ce week-end. Donc, oui, non, totalement. Donc, on va anticiper. Alors, Valentine. Alors du coup, les cours ont été installés au niveau de Discord. Donc, on avait un emploi du temps spécial coronavirus. Donc tout s'est préparé sur Discord, donc avec telle heure, tel cours. Donc on devait comme si on allait en cours. Mais rappelez ce que c'est Discord. Alors Discord, c'est une plateforme où justement on peut discuter en ligne, donc avec des personnes. Donc ici avec les profs, on peut avoir des visios, on peut avoir des retours d'écran, donc des streams. Donc ce qui est vachement bien par exemple pour suivre un cours. Mais bon, il faut pas se mentir, on est quand même chez soi, les distractions sont quand même énormes et on a toujours envie de faire un petit truc à côté. On essaye de suivre, mais c'est compliqué. Vous avez évalué un petit peu le temps que vous avez passé à étudier ? Vous avez travaillé quoi ? 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour ? Alors du coup, mon emploi du temps, c'était de 8 heures et ça se finissait généralement vers 17 heures. Bon, après, j'ai une matière qui a un peu disparu parce que le prof a disparu pendant le confinement. Plus de nouvelles, plus rien. Donc... Mais sinon, c'était un peu ça mon emploi du temps. Et du coup, normalement, les samedis, on a des examens. Mais là, du coup, c'est un peu compliqué. Et du coup, on a eu des examens non surveillés. Est-ce que vous redoutez l'examen juste en finale ? Parce que là, globalement, vous jouez une année avec un concours qui a été tronqué dans la préparation. Est-ce que vous craignez justement l'épreuve du concours, de devoir redoubler, Est-ce que c'est pour vous compliqué dans votre tête aujourd'hui d'imaginer que finalement, que ça pourrait être une année blanche ? Bah, c'est compliqué dans le fait que du coup les matières, les chapitres les plus importants, on les a fait en confinement. Être en Discord et pas en face du professeur, c'est quand même nettement plus différent, même pour comprendre les cours, faire les exercices, la motivation, tout ça. Donc, sachant que c'était vraiment les chapitres les plus importants, c'est un peu complexe. Je redoute un peu le concours, mais je pense que je suis vraiment pas la seule. Et vous espérez une mansuétude justement au niveau des examinateurs, que cette année quasiment il y aura un taux de réussite énorme au bénéfice du Covid ? Alors peut-être pas au niveau des concours, parce que le concours c'est un peu les meilleurs dans le classement de toute façon. Donc je pense pas au niveau des concours, mais peut-être au niveau de d'autres examens, ils seront peut-être un peu plus souples. Donc, voilà. Question justement à propos d'enseignement, Thierry. Éléonore qui nous suit nous pose la question, les lycées réouvriront-ils dans notre région ? Logiquement début juin, et Hervé Morin
est peu enclin à vouloir ouvrir les lycées. Il souhaite une ouverture en fonction du type d'établissement, parce que pour lui, il a la même réaction. On voit à l'antenne Charlotte Gaujon qui apparaît derrière moi. Et chaque architecture est différente. On ne peut pas considérer qu'un lycée, chaque lycée a son architecture particulière. Est-ce qu'on est en capacité d'accueillir tous les étudiants en même temps? Non. Et Hervé Morin indique qu'à partir du 8 juin, quasiment, les lycées rentrent dans les phases d'études justement des dossiers, des examens de dossiers. Donc globalement, autant d'efforts pour relancer des machines avec tout le personnel que ça signifie pour 3 jours de classe effective. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça le mérite? Mais logiquement, oui, les lycées devraient rouvrir leurs portes à partir du 2 juin. Alors, le 1er juin, c'est lundi de Pentecôte. Ah ben oui, exact. Donc, restez bien avec nous sur Paris-Normandie et sur Radio Sensation. On va partir au Portugal, on va partir à Séoul. On va retrouver Perico Légas, notre journaliste chroniqueur gastronomique fétiche, beaucoup d'autres choses encore. Valentine, qui est une de nos spectatrices, elle est avec nous pour l'heure. Vous avez droit à une question par invité, Valentine. D'accord, ok. La maison est quand même... la maison est quand même généreuse, comme dit Thierry. Et ouverte. Alors, vous avez droit à une question notamment à Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, que nous accueillons sur le plateau. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame le maire. Alors justement, vous avez écouté ces sujets qu'on a évoqués là en début de cette émission. On va les concrétiser avec vous et avec Thierry Herbier, rédacteur en chef de Paris-Normandie. Et avec Valentine. Si Valentine veut poser la première question, je lui laisse... Alors ça c'est dur, poser la première question. Quelle question, Valentine, vous aimeriez poser à un maire de commune là qu'on accueille sur le plateau? Quelles sont les aides un peu pour les communes par rapport aux commerçants qui n'ont pas pu vendre leurs marchandises pendant ce confinement? Alors, légalement, il y a assez peu de choses en fait qui est possible. Nous, on a pris la décision, par exemple, à Petit-Quevilly, on a des commerçants qui ont dû fermer et qui sont locataires de locaux communaux. Et donc, on les a exonérés de loyer pour pouvoir finalement leur apporter notre aide dans cette situation particulièrement difficile. Très bien. Allez, les questions suivantes, c'est... Bon, on va repartir sur le sujet scolaire, puisque ça a été quand même votre sujet principal depuis plusieurs semaines, notamment le week-end dernier, pour préparer cette pré-rentrée du 11 avec les enseignants, et ensuite l'accueil des enfants à partir du 12. Donc vous, concrètement, dans votre commune, combien de classes ont pu rouvrir? Quels sont le taux d'occupation dans les classes? Comment vous avez déjà... estimer la décision du gouvernement, de Michel Blanquer, de vouloir absolument reprendre l'école dès le 11 mai? Alors, la décision, elle vient du président de la République, qui l'a annoncé d'abord le 13 avril. Donc nous, tout de suite, on a pris contact avec l'Éducation nationale pour commencer à envisager des scénarios possibles de réouverture, sachant qu'au tout début, on naviguait quand même dans le vide, parce qu'on n'avait aucune indication ni sanitaire, ni de date. Et donc nous, on a pris la décision compte tenu de nos capacités, à la fois au sein des services municipaux et des capacités aussi des écoles, de finalement reprendre là le 12 mai pour les grandes sections, les CP et les CM2, de faire une rentrée ensuite le 25 mai pour les CE1, CE2 et de reporter au 1er juin la rentrée pour les CM1. Et à l'heure où je vous parle, on n'envisage pas, en tout cas... ni l'éducation nationale, ni nous, de faire reprendre les petits et les moyens pour l'instant. Et quand vous avez eu le guide de protocole sanitaire de 54 pages qui vous a été remis, je crois, le 4 mai seulement, ouais. Quand vous êtes élu, quand vous recevez ce document-là, vous vous dites, mais comment on va faire, non ? Disons qu'on avait déjà envisagé un certain nombre de choses. On avait déjà eu des informations sur le nombre d'enfants maximum par classe. On avait commencé à envisager les services de cantine, par exemple, échelonnés. Évidemment, il y a tout un tas de sujets qui peuvent paraître difficiles, d'autant plus quand ce protocole sanitaire nous arrive tardivement. On a eu une première version... qui était plutôt légère, pas avec le conseil scientifique, c'était plus léger en termes de contraintes, en termes de protocole, et le protocole était beaucoup plus sévère, celui du 4 mai. Disons qu'il y a eu une première version du protocole de l'Éducation nationale qui est arrivée fin avril. Néanmoins, on a commencé à travailler évidemment sur cette base, mais il y a beaucoup de choses qui sont arrivées ensuite tardivement le 4 mai. Et quand on envisage une rentrée le 12, évidemment, c'est une contrainte supplémentaire, et j'ai... avec un certain nombre de maires de la métropole, alerté à la fois le préfet et le directeur des services d'éducation nationale de ces contraintes qui, pour certaines, nous paraissaient parfois insurmontables.
Après, évidemment, il faut relativiser tout ça. Vous avez posé la question tout à l'heure du nombre d'enfants qui étaient présents. Nous, en lien avec l'Éducation nationale, on avait interrogé les parents au préalable pour savoir leur première intention de remettre éventuellement les enfants à l'école. Et donc, on avait sur les CP, grande section CP CM2, dans les chiffres que nous avions, à peu près 340 enfants qui auraient repris le chemin de l'école. Et dans les faits, hier, on avait une centaine d'enfants en moins, donc on avait à peine 259 élèves. Au plus fort de la reprise, on aura, selon nos estimations et selon les questionnaires envoyés aux parents, 550 enfants qui reprendront sur 2000 élèves d'habitude. Et vous l'expliquez comment? Par les craintes des parents? Est-ce que vous avez fait autre sujet? Vous avez distribué des masques gratuitement à chaque habitant de votre commune. Est-ce que justement, lors de ces distributions de masques, qui est un des équipements indispensables aujourd'hui pour se protéger du virus, est-ce que lors des échanges que vous avez pu avoir avec votre population, justement, l'école a été abordée et vous ressentez chez les habitants, chez les gens, une crainte justement face à cette reprise de l'école, à la fois parce que les enfants pourraient contracter le virus, ou au contraire ramener le virus à la maison? Est-ce que c'est un sujet c'est un vrai sujet de discussion autour de vous? C'est un vrai sujet de discussion et un vrai sujet d'inquiétude pour bon nombre de parents qui n'ont pas compris l'annonce du président de la République, alors même qu'au tout début de la crise sanitaire, la première chose qui a été faite et décidée par le gouvernement, c'était justement de fermer les écoles parce que les enfants potentiellement étaient plus vecteurs que les autres du virus. Donc il y a eu cette incompréhension vis-à-vis des premières décisions du gouvernement de fermer les écoles et finalement que ce serait la première chose qui reprendrait au moment du déconfinement, avec cette incertitude sur finalement les enfants porteurs ou non, en tout cas propagateurs du virus ou non, et finalement toutes les informations contradictoires qui ont été reçues par un bon nombre d'habitants via les réseaux sociaux, via évidemment les médias quels qu'ils soient, mais c'est pas de la faute des médias, j'ai envie de dire, c'est aussi l'État, le gouvernement qui parfois a fait finalement des informations, a donné des éléments contradictoires aux gens avec l'intérêt des masques, puis en fait non, pas l'intérêt des masques et l'intérêt des masques. Voilà, donc tout ça crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inquiétudes et que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui ne remettront pas leurs enfants à l'école et avec le sentiment aussi, en tout cas c'est ce que nous on constate sur Petit Quevilly, que finalement ce ne sont pas les élèves qui sont le plus éloignés des apprentissages d'ordinaire qui reprennent le chemin de l'école, mais que c'est plutôt les enfants dont les parents doivent retravailler. Et donc, c'était l'interrogation de beaucoup d'habitants, de beaucoup de personnes dès le début. C'était de se dire, est-ce que cette décision-là n'est pas finalement prise pour que les gens retournent travailler plutôt que pour un intérêt pédagogique? C'est une reprise économique avant d'être une reprise pédagogique, alors Jean-Michel Blanquer insiste beaucoup sur le décrochage scolaire. Alors effectivement, globalement, c'est pour permettre à l'économie de reprendre. Il aurait mieux fallu être transparent et le dire clairement. Oui, quand on ajoute en plus à ça le fait que début juin, les personnes dont les écoles des enfants sont rouvertes ne pourront plus toucher le chômage partiel, ça pose question. Oui. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure, nous, les écoles qui sont situées en zone d'éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire, ce ne sont pas les écoles où il y a le plus d'enfants. Là, en maternelle, par exemple, on a 3 écoles qui sont situées en réseau d'éducation prioritaire, en quartier prioritaire de la politique de la ville, où il y avait 2 enfants de grande section sur une trentaine d'habitudes, et il y avait à peine 5 enfants en élémentaire, alors qu'ils auraient dû être beaucoup plus. Allez, la dernière question. Et la dernière question, est-ce que vous êtes soulagé, ravi de bientôt installer votre conseil municipal? Écoutez, ça va permettre pour les nouveaux élus qui ont envie de pouvoir évidemment s'investir dans la vie municipale, d'être pleinement installés et pleinement dans leur rôle. Moi, j'ai pu continuer évidemment à tenir le rôle que je tenais depuis le mois de juillet l'année dernière, c'est-à-dire maire de Petit Quevilly. Mais voilà, c'est surtout pour les nouveaux élus qui ont envie de faire des choses pour la ville, qui vont enfin pouvoir, même si évidemment ils étaient présents et je les tenais au courant des différentes décisions et on échangeait bien évidemment, mais qui vont pouvoir être pleinement élus bientôt. Et étant donné que l'école redémarre, que les commerces redémarrent, est-ce que c'est quand même
ce ne serait pas logique qu'on fasse le second tour des élections le 21 ou le 28 juin pour solder enfin ce scrutin dont on ne voit pas l'issue, afin de permettre aux communautés de communes de s'installer, à la métropole de s'installer, afin de relancer les commandes publiques qui dépendent beaucoup justement de vos communes et de vos communautés de communes. Évidemment, c'est un sujet qu'il est important d'évoquer, mais je pense qu'il faut rester aussi prudent. On a vu dans certaines régions d'autres pays qui ont commencé le déconfinement, finalement les choses moins bien se passaient que les gouvernements ou les États avaient pu envisager. Donc je crois que le gouvernement attend pour le 23 mai un avis du Conseil scientifique. Donc à mon sens, il faut évidemment attendre l'avis de ce Conseil scientifique avant de se déterminer sur ce deuxième tour des élections municipales. Merci beaucoup, Charlotte Goujon, d'être passée par le plateau de Lignes Ouvertes sur PNTV. Et puis je vais vous donner une information, je suis né au Petit-Quevilly. Je partage d'ailleurs cette caractéristique avec le comédien Franck Dubosc, qui lui aussi est né à Petit-Quevilly. Tout à fait. Voilà, c'était la micro-info de fin d'interview. Merci beaucoup et puis on vous souhaite une bonne journée, Madame le maire. Dites-moi, Valentine, est-ce que vous avez envie d'aller à la plage là? Est-ce que la plage vous manque? La plage me manque énormément, surtout que quand j'étais à Lorient, j'ai fait 2 ans de surf, donc la mer et moi, c'est quelque chose. Et là, du coup, je me suis renseignée en fait pour aller à Dieppe, pour aller à la plage, mais en fait, les plages sont encore fermées. Pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. D'ailleurs, il y a des premières ouvertures sur la côte atlantique. Oui, à la Baule, le Pornichet et les Sables d'Olonne, où la plage au Sables d'Olonne va rouvrir cet après-midi. 12 km de plage sur cette littoral vendéen. Donc, les Vendéens, les Sablais ont de la chance. Ouais. Ils vont pouvoir retourner se promener au bord de l'eau dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, les maires et puis le président de région Normandie bataillent beaucoup pour faire réouvrir les plages. Il y a des pétitions. Il n'y a pas que les Bretons qui se mobilisent pour ouvrir leurs plages, il y a aussi les Normands qui se mobilisent, parce que Valentine est cannaise, donc il y a aussi le littoral dans le Calvados. Donc on espère effectivement qu'il va y avoir un assouplissement, sachant que c'est au préfet d'examiner chaque demande émise par un maire. Et donc on est sur des ouvertures en fonction d'une activité dite non statique. Donc globalement, comme j'ai expliqué au préfet, les pêcheurs à pied, généralement, ils ne sont pas statiques. Quand ils traquent les crustacés sur les rochers, ils ne restent pas assis sur une serviette. Alors écoutez, on va vous proposer quelques images juste avant de retrouver Thomas Dubois, notre journaliste que vous connaissez bien. Vous le voyez régulièrement le midi dans Lignes Ouvertes. Il est au marché du... il est au marché du Neubourg. Mais regardez, ce sont des images que nous ne verrons sans doute plus. C'était ce week-end sur les plages du débarquement. À cette époque-ci, il aurait dû y avoir beaucoup de touristes. Il aurait dû y avoir aussi des baigneurs, des gens qui profitent justement de la plage. Regardez ces images, c'était à Utah Beach et à Omaha Beach.
Voilà, c'était les plages du débarquement de Normandie. Encore une fois, des images oui, étonnantes et assez rapidement, vraisemblablement, elles n'auront plus cours puisque on souhaite vraiment à tous ceux qui vivent du tourisme sur cette côte normande de pouvoir réaccueillir la fréquentation habituelle qui est la leur. On accueille Anthony Quindroit. Lourde tâche que de succéder à Thierry Rabillet. De succéder au patron. Eh oui. Bon, eh bien voilà, vous le voyez régulièrement à l'image, vous qui suivez l'émission. Bonjour Valentine, bonjour quoi Sylvain, bonjour aux internautes. Ça fait quoi de le voir en vrai? Pas grand-chose. Hein. La question gênante à Valentine. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci, c'est sympa Valentine. Vous nous suiviez à l'image et puis, voilà, vous êtes sur le plateau. Comme quoi, c'est possible. Et si on nous rejoint actuellement, soit sur Paris Normandie, site web et page Facebook, soit sur les zones de Radio Sensation, eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous qui vous êtes connectés depuis quelques instants. Nous sommes maintenant en direct avec Thomas Dubois. Il est au Neubourg, le plateau du Neubourg, et il y a un très beau marché là-bas. Et voilà notre reporter sur place qui nous raconte comment ça se passe. Bonjour Thomas. Sur le nez, Ah bon, voilà. On l'enlève complètement. Bonjour Thomas. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors Thomas, quelles sont les infos? Qu'est-ce que vous avez regardé? Pourquoi étiez-vous allé ce matin au Neubourg? Racontez-nous. Vous voyez derrière moi là, donc la place, ça remballe tranquillement là sur le marché du Neubourg. L'activité est beaucoup moins importante que celle qu'on peut connaître sur ce marché. Très populaire, hein, je crois que c'est le premier marché du département de l'Eure qui reprenait aujourd'hui. Donc forcément, pour beaucoup d'exposants, c'est un soulagement, même si ça reprend très progressivement. Je crois qu'il y a à peu près un tiers des exposants qui étaient là ce matin, donc une soixantaine sur entre 150 et 180 selon les semaines, me disait la mairie tout à l'heure. Est-ce que c'est un marché, si je me trompe, il y a des animaux, hein, je crois qu'on entend beaucoup de vent, hein, Thomas, si vous pouviez vous protéger un petit peu du vent. Je me protège derrière l'église. Voilà, il y a des animaux sur ce marché, je crois. Ouais, alors oui, c'est un marché qui est connu pour la vente de volailles vivantes. Pour le coup, là aussi, grosse attente des vendeurs, même si, alors c'est vrai que c'est difficile parce que chaque exposant, que ce soit pour les volailles, mais même pour les autres produits, avait eu sa démarche pendant le confinement. Certains ont continué à travailler en livraison, d'autres ont vraiment été en stand-by. Donc on a vraiment pas mal de témoignages très différents, mais globalement tout le monde était très impatient de pouvoir reprendre ces marchés. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? Que de l'alimentaire? Alors que de l'alimentaire, petite anecdote, le Neubourg s'est distingué, notamment en autorisant tout ce qui était textile et mercerie. En plus de l'alimentaire, forcément, en ce moment il y a forcément de la demande. Et justement, un vendeur de tissus, d'élastique m'a dit tout à l'heure qu'il était particulièrement attendu et que ça a plutôt bien marché pour lui ce matin. Merci beaucoup Thomas de nous avoir fait vivre en direct la fin de ce grand et beau marché du Neubourg dans l'Eure. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Nous sommes toujours avec Valentine et puis nous allons maintenant partir en Corée du Sud, si je ne m'abuse. Nous allons retrouver là-bas Sarah, qui est une Normande, qui vit sur ce territoire, qui a pas mal géré la crise sanitaire, Anthony. La Corée? La Corée du Sud. Je pense que Sarah va nous le dire. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, en Corée? Sarah, elle va nous le dire. Elle va nous le dire aussi. Vous n'avez pas révisé vos fiches, Sylvain? Alors, est-ce qu'on a la connexion avec la jeune Sarah, cette Normande qui vit en Corée du Sud? Oui, c'est bon, elle arrive. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, bienvenue Sarah, en direct depuis Séoul, depuis la Corée. Alors justement, allez, répondez à la question d'Anthony qui veut tout savoir. En priorité déjà, savoir ce que vous faites là-bas. Pardon, j'ai pas très bien entendu, excusez-moi. Savoir effectivement, dites-nous ce que vous faites là-bas à Séoul. Je suis en échange universitaire, puisqu'il y a un partenariat entre l'université de Rouen et l'université de Ewha à Séoul. Donc je suis là pour un semestre. Voilà. Et vous êtes arrivé quand à Séoul? Fin février. Fin février. Et comment vous avez vécu la crise là-bas? C'était quoi le contexte? Alors, on n'a pas vécu de confinement. Par contre, j'ai dû suivre les cours en ligne et je vais les suivre jusqu'à la fin du semestre de cette manière. Ça sera la même chose pour les examens, donc qui seront en ligne. Mais après, j'ai pas vécu la crise de la même manière que ma famille en France, puisque je n'ai pas vécu de confinement. Donc, j'ai pu continuer de sortir tous les jours. En fait. Vous sortiez comme vous vouliez ou alors il fallait un masque? Quelles étaient les précautions à prendre? Il fallait un masque.
c'est ça, il fallait respecter donc les mesures de sécurité. Donc à l'entrée des magasins, c'est mettre du gel hydroalcoolique dès qu'on rentre et qu'on ressort, c'est mettre un masque dès qu'on sort. C'est parfois aussi se faire prendre la température quand on rentre dans un centre commercial. Mais sinon, je pouvais sortir normalement. Sarah, dites-nous... Après, c'est vrai qu'en tant que touriste... Dites-nous quelle heure il est là actuellement à Séoul. Nous, on est en direct, il est bientôt 12h35. Quelle heure il est à Séoul ? Il est 19h30. 19h30. Alors, vous avez vu, hein, sur le plateau, on a une étudiante, Valentine, qui partage cette émission aujourd'hui avec nous en direct. Vous vous ressemblez, puisque vous êtes à des phases de vie qui sont à peu près les mêmes. Hein. Quelle question vous avez envie, Valentine, de poser à Sarah, qui est très distante de nous aujourd'hui ? Si au niveau de la Corée, les Coréens respectent plus naturellement les consignes sanitaires qui ont été données par rapport à la France, qui est un peu plus rebelle. Hein. Alors oui, tout à fait. C'est pour ça, je pense aussi que la situation a été mieux gérée. Et aussi, c'est culturel parce qu'on ne se fait pas la bise en Corée, on est beaucoup moins tactile. Donc déjà, ça aide. Et c'est vrai que c'est aussi une culture qui a l'habitude de porter le masque au quotidien. Donc c'était pas forcément difficile de pouvoir le porter tous les jours. Et en termes de chiffres, est-ce que vous savez combien de personnes ont été touchées par la Covid-19, puisqu'on dit la Covid, et combien de personnes sont décédées des suites de cette infection ? Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Je sais juste qu'au départ, c'était un des pays les plus touchés. Et puis, au final, ça a ralenti. Donc, aujourd'hui, on est à moins d'une vingtaine de nouveaux cas par jour. Enfin, c'était le cas avant aujourd'hui la nouvelle vague qu'il y a pu avoir récemment. Après, je sais que le nombre de décès est beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Pour terminer, Sarah, qu'est-ce qui vous a le plus étonné par rapport à la France, par rapport à cette Normandie qui est votre région d'origine ? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous êtes arrivé en Corée du Sud et à Séoul ? C'est un gros choc culturel socialement dans l'attitude des gens. Je trouve que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes coutumes, les mêmes règles de politesse, etc. Alors, on va poser la dernière question parce que la liaison malheureusement n'est pas très bonne. Est-ce que vous avez été testé ? Parce qu'en Corée, il y a eu des tests massifs en Corée du Sud. Est-ce que vous-même avez été testé ? Moi non, j'ai pas été testée, mais c'est vrai que l'université nous envoie régulièrement des messages. Par exemple, on a récemment reçu un mail nous disant que si on avait été dans un certain quartier qui a été touché là, par une nouvelle vague de virus, on devait aller de nous-mêmes se faire tester et ils nous envoient le numéro qu'on doit joindre. Okay. Merci beaucoup. Et c'est gratuit de se faire tester. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir passé ces quelques instants avec nous en direct depuis Séoul, depuis la Corée du Sud. Bon, avec une liaison qui était un peu moyenne, mais enfin, on espère que toutes celles et ceux qui nous suivent auront, comme nous, quand même bien pu percevoir nos échanges et vos réponses. Au revoir, Sarah. On vous souhaite une bonne continuation dans votre vie là-bas. Au revoir. Okay, voilà. C'est vrai que Sarah évoquait donc le calme apparent pendant quelques temps en Corée du Sud, mais il y a une nouvelle vague qui semble qui semble arriver là-bas. Voilà, donc il y a des nouvelles mesures qui vont être prises. J'étais en train de vérifier justement, parce qu'on en parlait il y a peu de temps dans Paris-Normandie. Donc voilà, tout n'est pas réglé. Valentine, vous qui venez pour la première fois sur ce plateau, depuis que 35 minutes qu'on est ensemble, comment vous vivez cette expérience ? Alors j'aime beaucoup, parce que c'est une expérience, on se demande toujours derrière la télé comment ça se passe sur un plateau et tout, et j'aime beaucoup vivre cette expérience, on voit vraiment comment ça se déroule, comment on doit changer les sujets, tout ça. Non, j'aime beaucoup. Bon, et bien écoutez, on continue, réfléchissez bien, puisque vous avez droit à une question par invité, et notre invité qui suit aussi vous permettra, en l'écoutant, de trouver cette question. C'est Luc Le Sénécal. Bonjour, monsieur le dirigeant de cette belle entreprise qui est Saint-James. Vous le savez, dans les médias, certains se posent toujours la question de savoir si on dit Saint-James ou Saint-James, mais c'est Saint-James puisque c'est origine, bien sûr, le village de Saint-James, non loin du Mont-Saint-Michel. Ah, tout à fait, on prononce Saint-James. Oui, c'est un village. Alors, vous avez l'habitude des médias, Luc Le Sénécal, puisqu'on vous entend de temps en temps, d'ailleurs, sur Europe 1, le midi, dans l'émission de Raphaël Duchemin. Vous y allez de temps en temps ? Oui, pour la France qui bouge. Pour la France qui bouge, oui. Pour mettre en avant les entreprises qui fabriquent en France, et plus spécifiquement des entreprises du patrimoine vivant. Alors donc, je disais effectivement que vous êtes à la tête de cette belle entreprise, et si on vous accueille très volontiers sur le plateau de Lignes Ouvertes, c'est justement pour parler de cette initiative qui date un peu maintenant, puisqu'on est déconfiné, mais vous avez rapidement décidé de changer la vocation de votre outil de production, qui est de fabriquer tous ces
tissus, tous ces vêtements nés de la mer, comme vous le dites, mais vous êtes mis à produire des masques. Oui, effectivement, comme dans beaucoup d'entreprises normandes, enfin nationales mais entreprises normandes, le 17 mars, tout s'est arrêté. Donc moi, je considère qu'en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, c'est de trouver des solutions. Donc on s'est dit, lorsque toute notre activité, puisque à partir du 17 mars, 90% de nos points de vente dans le monde se sont trouvés fermés, nous, on a fermé nos ateliers, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a eu une idée de se lancer dans la fabrication de masques en collaboration. Il faut se remettre dans le temps, hein, le 17 mars, l'urgence était les hôpitaux et le milieu médical, les hospitaliers. Donc on s'est rapproché des hôpitaux du Mont-Saint-Michel, notamment à Davranches, et avec à la fois nos équipes techniques ici sur place à Saint-James et un chirurgien et un épidémiologiste, on a conçu un prototype de masque pour les hôpitaux. Et on en a donc fabriqué pendant 3 semaines à raison de 1000 par jour qu'on a donné aux hôpitaux. Ensuite, il y a eu la phase numéro 2 où on nous a demandé de faire homologuer ce masque par la DGA, et il s'est trouvé que notre masque était très performant puisque c'est un masque certes non sanitaire, à usage non sanitaire mais de catégorie 1, donc avec un taux de filtration supérieur à 90%. Donc on nous a donné des priorités, donc l'État nous a donné des priorités. Donc il y avait 2 priorités, c'était les entreprises qui devaient continuer leur activité, donc les entreprises agroalimentaires, les entreprises de l'énergie, les entreprises de l'eau, puis dans un second temps, les collectivités, et la Normandie, plus les départements, plus les communautés de communes, nous ont demandé de continuer cette fabrication de masques. Et tout ça, ça a un coût. Comment vous vous y retrouvez ? Alors pour cela, nous avons mis deux masques au point, dont un qui est tricoté en une seule fois, ce qui nous a permis de les faire monter auprès de nos 150 salariés qui étaient en chômage partiel à domicile. Donc on a réorganisé une forme de télétravail artisanal où chaque salarié qui était au chômage chez nous, donc c'était 150 personnes, venaient tous les 2 jours chercher leur masque un petit peu en kit et continuer le montage chez eux, c'est-à-dire le découpage et la fixation de l'élastique. Ce qui nous a permis de remettre nos salariés au travail, 150 sur 300, donc déjà 50%. Et depuis lundi, nous avons repris notre activité traditionnelle de marinière et de pull, et pour continuer l'activité de masque, parce qu'on a eu jusqu'à plus de 14 millions de demandes, nous avons constitué un atelier annexe de montage de masques où nous venons d'embaucher une 30aine de personnes. Et la semaine prochaine, nous allons embaucher encore 30 personnes. Et donc, vous avez des aides économiques pour vous accompagner dans ces embauches ? Alors déjà, ce que je peux dire sur les masques, c'est qu'il y a eu une réactivité de l'État au niveau mise au point, certification extrêmement efficace. On avait des réponses rapides malgré les demandes. Je dois dire également que la Normandie, le président et toute son équipe ont eu un petit peu un temps d'avance, puisqu'ils ont pressenti que le masque allait devenir obligatoire dans les lieux publics. Donc grâce à eux, ils nous ont passé une commande de plus de 200 000 masques, 500 000 masques rien que pour le département de la Manche. Et quand ils ont vu qu'on avait besoin de constituer un atelier, ils nous ont dit qu'il fallait le faire. On l'a réalisé en 3 jours, ce nouvel atelier. Donc ils nous ont apporté une aide financière pour l'achat du matériel nécessaire pour embaucher tout de suite 31 personnes. Luc Le Sénégal, on a Valérie qui vous écoute et qui vous regarde et qui nous dit où peut-on trouver les masques Saint-James ? Bonjour Valérie. Donc jusqu'à cette semaine, les masques n'étaient pas vendus au grand public, hein, vous l'avez vu. Donc on peut trouver les masques Saint-James dans 2 lieux. Dans les pharmacies, parce que ce sont aussi des masques de protection.
Donc, dans les pharmacies, vous avez les masques Saint-James, lavables, recyclables, et depuis hier, dans les points de vente Saint-James. Donc, ce sont 2 types de masques. Ce sont des masques rayés, puisqu'on a repris nos rayures. On en fait un accessoire de mode, mais un accessoire de mode certifié. C'est avant tout un masque de protection. Et ça coûte combien? Saint-James, donc généralement, dans les boutiques Saint-James, ça a une valeur faciale de 20 € parce que c'est plus de 50 lavages, mais on les donne dès qu'il y a un montant d'achat de 100 ou 200 €. On n'a pas envie de faire un commerce de masques, parce qu'on a envie de protéger nos clients qui nous ont manqué depuis 6 semaines et de les aider à se protéger. Donc, au lieu de remplir une carte de fidélité, on préfère donner un masque à nos clients fidèles qu'on a plaisir de retrouver dans nos boutiques Saint-James. Luc Le Sénécal, Valentine, qui est notre témoin de plateau aujourd'hui, elle est étudiante, elle vous pose la dernière question. Oui, je voulais vous demander, donc vous avez des employés qui sont revenus travailler sur place, quels sont les dispositifs de sécurité sanitaire qui ont été mis en place pour les employés? Très important, parce que quand on a commencé à produire les masques, on s'est retrouvé sans rien. Donc c'est un peu un paradoxe. On allait produire des masques pour se protéger, mais on n'avait rien pour se protéger. Donc grâce, et je dois dire, à l'exemplarité de la solidarité des entreprises normandes, moi j'ai travaillé pendant 24 ans à la coopérative d'Isigny-Sapper, avant de reprendre les tricots Saint-James il y a 8 ans, et je me souvenais qu'on travaillait déjà dans l'agroalimentaire avec des masques jetables. Donc j'aurais dit, écoutez, je veux me lancer dans la fabrication de masques, je veux mettre mes salariés en sécurité sanitaire, est-ce que vous avez des masques à me revendre? Ils m'ont dit pas de problème, ils me les ont donnés pour qu'on démarre l'atelier. De même, je me suis appuyé sur le Calvados Drouin, sur aussi les lampes Berger, qui se sont mis à fabriquer du gel alcoolique. J'ai dit, mais écoutez, envoyez-moi ce que vous avez. Et voilà. Et la deuxième mesure qu'on a pris, donc on a mis du gel, on a mis des masques, et le port de masque est obligatoire dans nos ateliers. Du gel, on a espacé de 2 mètres tous nos outils, on a décalé les horaires d'embauche pour que les 300 personnes n'arrivent pas de la même façon. On a fait, au niveau du réfectoire, au lieu de faire qu'un seul service, entre guillemets, on a fait 3 services décalés pour que les personnes se sentent en sécurité. Merci beaucoup, Luc Le Sénécal. Merci beaucoup de nous avoir détaillé ces initiatives importantes. Et où est-ce qu'on vous retrouve sur les médias prochainement? Europe 1 peut-être, un de ces jours? On va reprendre les chroniques sur Europe 1 pour surtout présenter les plans de relance au niveau des métiers d'art et au niveau des entreprises du patrimoine vivant qui en ont bien besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est certes vraiment une crise sanitaire inédite, mais c'est aussi une crise économique inédite. Merci beaucoup de nous avoir consacré ce temps d'échange. Vous étiez en direct depuis Saint-James, non loin du Mont-Saint-Michel. Au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant repartir un peu plus loin. Nous allons partir au Portugal. Je vois d'ailleurs que le Portugal est en vogue, Anthony, puisque aujourd'hui, dans l'édition de Paris-Normandie, en page 16, déjà, on parle du Portugal. On parle de ce Rouennais Hugo Vela qui est installé à Lisbonne, mais ce n'est pas lui que nous allons retrouver. C'est un autre Rouennais qui s'est expatrié là-bas. Tout à fait. On va retrouver Antoine Ortoli qui est arrivé en plateau. Donc, il va pouvoir nous dire où il se trouve exactement. Bonjour Antoine. Écoutez, je suis à Cascais, qui est à 20 km de Lisbonne. Je ne suis plus confiné et j'y vis depuis 5 ans. Après avoir passé 30 ans à bourlinguer dans le monde entier, j'ai décidé que ce petit pays serait ma base de mon camp de base. Vous n'êtes plus confiné. Voilà. Alors comment ça s'est passé le confinement à la portugaise? Écoutez, le confinement à la portugaise, d'abord le Portugal est passé entre les gouttes. On situe le début de la maladie à peu près début mars. Le premier mort le 20 mars, donc tard. Et à ce jour, il y en a 1200, ce qui est à la fois trop et pas beaucoup. Et à peu près 28 000 personnes contaminées. Alors si on compare ça avec le reste de l'Europe en particulier, le taux de contamination est légèrement supérieur à celui de l'Allemagne.
donc qui était quand même une référence. Mais la mortalité, elle est surprenante. C'est 5 fois moins que l'Espagne, c'est 3 fois moins que la France, et c'est 7 fois moins que la Belgique. Et par rapport à l'Europe, c'est 2 fois et demi moins. Donc c'est quand même c'est pour ça que je dis que le Portugal est traversé au travers des gouttes et qu'aujourd'hui c'est un exemple des pays qui ont été effectivement bien protégés. Alors vous avez posé la question, pourquoi? Bah oui. Le confinement a démarré quand? C'était ma prochaine question. Et il s'est terminé quand? Le confinement a commencé le 19 mars, quasiment avant qu'il y ait des morts. Et c'est terminé pour nous il y a une dizaine de jours, le 2 mai. Alors, si vous voulez, la question qui est importante, c'est effectivement pourquoi c'était comme ça et pourquoi effectivement, en définitive, le Portugal s'en sort bien. C'est-à-dire que c'est quand même assez multifactoriel. D'abord, les Portugais sont quand même un grand civisme, une grande discipline, une grande résilience. Ils en ont vu des crises, donc celle-là, effectivement, ils savent comment faire. Et puis effectivement, il y a eu ce décalage dans le temps qui a permis effectivement de mieux gérer et puis d'apprendre des autres. En plus, c'est hors saison touristique. Donc c'est quand même c'est important, il y a moins de gens. Le Portugal, c'est le bout de l'Europe, je vous le rappelle, en bas à gauche, et que effectivement, ils sont pas très amis avec l'Espagnol, donc ils ont fermé très vite la frontière avec l'Espagne, et que c'est la seule frontière qu'ils avaient. Et enfin, ils ont pas trop eu le choix parce que la capacité hospitalière au Portugal est quand même très faible, la moitié de la France en termes de lits, et là, il faut pas rigoler, quoi. Et aujourd'hui, le déconfinement, il est total, c'est-à-dire vous pouvez retourner au restaurant, vous pouvez aller au cinéma. D'abord, le confinement lui-même, donc a duré certains jours. Grande différence qui fait que probablement qu'elle a contribué aussi à ces bons résultats en termes de mortalité. Il n'y a pas de PV, il n'y a pas de PV quand on sort au Portugal, il n'y a pas de PV. Par contre, ils ont mis des gens en prison, mais pas de PV, pas de déclaration. Pas de déclaration. Et puis une police assez sympa. Donc moi, je me suis fait des fois, en faisant du vélo, je me suis fait arrêter. Les types m'expliquent effectivement sympathiquement qu'il faut que je retourne à la maison, et ce que j'ai fait. Donc ça se passe dans une bonne ambiance à la portugaise. Bon, tout ce qui est distance, masque, tout ça, ça a été quand même respecté. Pour information, si vous voulez acheter des masques et des gels pendant le confinement, il suffisait d'aller à la pharmacie. Il y a toujours eu des masques. Dès le début de la crise sanitaire. Oui. Non. Il n'y a jamais eu de manque de masques. Et en plus, c'était pas très cher. C'était un prix portugais. Et puis, ils ont fait beaucoup de choses très adaptées pour les personnes âgées. Donc, je fais presque partie. Plus de 65 ans. Donc, 2 heures réservées dans les boutiques le matin. Sympa. Et puis, effectivement, les plus de 70 ans, alors là, ils ne sortent plus. Donc, j'ai un peu de temps. Et effectivement, par contre, les gens viennent les aider, solidarité. C'est un mot très portugais, solidarité. Mais donc aujourd'hui, tout a rouvert? Alors, non, c'est pas comme ça. Donc, depuis le 2 mai, donc, effectivement, on peut circuler. Il n'y a pas de contrainte, on peut circuler dans le Portugal. On peut aller à Lisbonne à côté, pas de problème. Les boutiques de moins de 200 mètres carrés ont ouvert. Donc on s'est tous rués sur les coiffeurs parce que ça commençait à faire. Je connais ça. Un peu difficile. Bon, on peut faire du sport individuel. Bon, il n'y a pas faire du foot. Les Portugais vont perdre la prochaine Coupe d'Europe parce qu'ils ne peuvent pas faire de foot. Seulement à cause de ça. Et puis les écoles portugaises vont. Les écoles portugaises, elles vont ouvrir 18 mai pour les grands et puis probablement 1er juin pour les petits. Ils font l'inverse. Et je ne ferai pas de commentaires. Et puis les cinémas, les salles de spectacle, tout ça, le 1er juin, si tout va bien. Alors voilà un petit peu le panorama de cette crise. Néanmoins, quand même, c'est un pays qui va souffrir beaucoup parce que, comme tous d'ailleurs, 15% du PIB, c'est quand même le tourisme. Alors, les Portugais, ils ont dit à tous les Portugais de l'extérieur, venez passer aux vacances au Portugal. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir du monde. Et puis en plus, moi, je suis convaincu que c'est quand même une destination qui est assez sympa, soleil, etc. C'est pas loin, c'est safe, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont choisir. Voilà. Merci, Antoine, merci. Et puis alors, surtout, vraiment merci aussi de la facilité avec laquelle vous nous racontez tout ça. Merci de votre sourire aussi. Peut-être un sourire à la portugaise, qui sait. Maintenant, je suis 50-50. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Antoine? Écoutez, j'ai été pendant plus de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique et je me suis occupé des pays émergents dont j'étais le patron. Peut-être une question supplémentaire. Alors, on a beaucoup parlé de la dépendance de la France aux pays étrangers pour tout ce qui est molécules, etc. Est-ce que vous pensez que ça va impacter cette organisation?
la crise sanitaire? Totalement. J'ai 2 minutes quand même pour en parler. Oui, allez-y. Si vous pouvez, Antoine, si vous pouvez être assez succinct. 30, alors. Assez succinct. Oui, j'y vais. Bon, oui, ça va changer. Hein. Oui, la dépendance, comme elle était, 80% des molécules de l'industrie pharmaceutique étaient fabriquées en Chine ou en Inde. D'accord, hein, ça ne peut pas durer, ça peut pas durer. Hein. On est passé au travers pas trop mal là jusqu'à présent, mais ça ne peut pas durer. Donc il va y avoir je pense que la mondialisation, la globalisation ne sont pas terminées, mais il va y avoir effectivement un changement profond. En Europe aujourd'hui, il y a un grand groupe que je connais bien, hein, qui est en train de réfléchir avec d'autres grands groupes que je connais bien dans d'autres pays pour faire un pôle industriel européen. Ok, alors donc... Voilà. Merci Antoine. La dernière question à notre étudiante de plateau d'aujourd'hui, notre visiteuse du plateau. Bonjour. Oui, bonjour. Alors je voulais vous demander si du coup, vu que le Portugal a beaucoup mieux géré cette crise sanitaire, si au niveau des hôpitaux ça a été aussi très très bien géré, il n'y a pas eu de problème en réanimation ou des choses comme ça, ou manque de matériel. Écoutez, la capacité hôtelière, c'est la moitié d'origine. Hein. On n'a pas entendu parler une seule fois de saturation. Les gens applaudissent quand même, mais ça c'est bien. Hein. Mais il n'y a pas eu, vraiment de situation aux limites des limites. Il y a pas les militaires n'ont pas installé des tentes. Ça s'est passé. Il y avait la capacité permettait d'absorber les contaminés. Eh bien, très bien. Donc, merci beaucoup, Antoine. La prochaine fois, venez au Portugal si vous avez une petite pandémie. Pour l'instant, on peut pas. Oui. Je sens que face à cette aisance de prise de parole qui est la vôtre, on va peut-être vous proposer d'être chroniqueur pour suivre l'actualité du Portugal, qui sait. Mais je trouverais bien 5 minutes pour ça. Bon, super. Écoutez, alors on vous laisse continuer à profiter de la fiscalité avantageuse du Portugal. Hein. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Très bien. Merci beaucoup Antoine Ortoli, en direct du Portugal. On va maintenant, ma chère Valentine, vous voyez, on alterne les sujets divers et variés, ici dans Lignes Ouvertes. Et on a tous les mercredis le rendez-vous avec le journaliste chroniqueur gastronomique Perico Légas. Vous le connaissez, Perico? Oui. Voilà. Vous êtes fan. Et vous êtes fan de Perico Légas? J'aime beaucoup la cuisine, donc tout ce qui touche à la gastronomie, j'aime beaucoup. Bon, et nous, ce qu'on aime ici, c'est le franc-parler de Perico Légas. On l'interroge toujours sur ses coups de gueule, ses coups de cœur. Il nous rejoint en plateau. On lui avait donné des devoirs, je ne me souviens plus ce qu'on lui avait demandé. C'était tout ce qu'il faut pour un apéritif réussi. Ça. C'était tout ce qu'il faut pour l'apéritif déconfinement réussi. Et le voilà qui apparaît. Bonjour mon cher Perico. Bonjour Sylvain. Alors, comment allez-vous? Comment ça va le moral? Écoutez, je pense à ceux qui ont passé de mauvais moments, mais voilà, ça a été l'occasion quand même, et c'est pas terminé, de faire le point sur certaines choses, sur certains comportements, de repenser un peu notre façon de vivre et d'apprécier la chance que nous avons de vivre en France et en Normandie et de continuer à accéder à des choses qui nous font du bien. Et j'espère qu'on va les préserver et les transmettre aux générations parce qu'on sait que c'est fragile et que c'est précaire. Alors c'est quoi justement le truc qui vous est arrivé en tête le plus vivement et qui va peut-être modifier votre comportement à venir avant qu'on passe à la gastronomie et à la bonne chère? Non, j'étais déjà moi confronté à des enjeux qui fait que j'avais cette conscience de la précarité de notre patrimoine. Alors j'ai pu appliquer de façon beaucoup plus pratique et régulière cette nouvelle façon de gérer le contenu de notre assiette, de tenir compte de l'environnement, des circuits de proximité. Et j'ai vu autour de moi des gens à qui ça disait pas grand-chose, qui étaient un peu dubitatifs, tout d'un coup basculer et dire oui, effectivement, c'est un vrai enjeu et on va désormais changer notre façon de faire. On a compris que tout ça était fragile et qu'on devait le préserver et le transmettre. Alors, on est là pour que les papilles pétillent avec vous. Rappelez-vous, Perico, on vous a donné vos devoirs la semaine dernière. On vous a dit quel serait l'apéro idéal pour Perico Légas, cet apéro de déconfinement que vous pourriez nous proposer. Je pensais que j'avais droit à un petit coup de gueule et un petit coup de cœur. Alors, ok, vous avez raison. Vous nous rappelez à l'ordre. On finira par la proposition. Alors, on commence par quoi? Le coup de gueule ou le coup de cœur? Le petit coup de gueule. Allez, le coup de gueule. Envers ceux, justement, qui ont dit qu'ils allaient tenir compte de ce qui s'est passé et qui reprennent les mauvaises habitudes, qui ont les mauvais réflexes, mais ne serait-ce que des détails, la vitesse à laquelle les gens se remettent à rouler, là, comme s'ils avaient été privés d'excès de vitesse, et puis je vois des gens qui, contrairement à ce qu'ils avaient dit, qui étaient allés vers des produits de proximité, qui repartent vers un peu la malbouffe. Je regrette ce comportement. Un coup de cœur pour une pétition nationale
envers les producteurs de fromage. Il y a 1000 tonnes de fromage AOP qui sont en péril. Et voilà, on s'est tous rassemblés, cuisiniers, hommes politiques, écrivains. Et je pense qu'il y en a beaucoup en Normandie. Il y a Michel Bruno, le cuisinier. Donc on fait un appel au pouvoir public pour sauver notre patrimoine fromager. Ça, c'est un coup de cœur. Je fais ce que je peux, Perico, je fais ce que je peux. Je sais bien, mais vous êtes un des fers de lance de cette initiative. Alors, ma suggestion, je l'avais rapidement évoquée la semaine dernière. On va rester sur le terroir normand. On va à Vire. On prend une belle andouille de Vire, artisanale. Il y a de très bonnes maisons dans les environs de Vire. Il y en a aussi un petit peu dans les alentours. Perico, j'en connais une. Qu'est-ce que vous pensez de l'andouille Aslo à Vivre? C'est la meilleure. Ah, c'est la meilleure. Donc je respecte toutes les autres. À mon goût, la maison Aslo, c'est une référence historique de l'andouille. Heureusement qu'on je suis ravi d'avoir la caution de Perico Légas. Ces gens-là, vous voyez, il y a les tripes à la mode de Caen-Ruot, et puis il y a les andouilles Aslo. Heureusement qu'on a ces gardiens de la tradition et du patrimoine pour pouvoir continuer à espérer, à passer de bons moments. Alors donc l'apéritif, des petites tranches d'andouille très fines, pas trop fines quand même, assez fines. Je les passe dans une petite poêle avec du beurre normand, bien entendu, du beurre caussi, mais vraiment très rapide, un aller-retour de 5 secondes chacun. C'est léger. Clac, clac. Petite rondelle de pomme sur une tranche de pain, un cure-dent ou pas de cure-dent, et c'est un bonheur. Voilà. Évidemment, on déguste ça avec un cidre fermier normand du Cotentin, du Pays d'Auge. On a plusieurs territoires qui en produisent. Et cette andouille, on est vraiment sur parce que le fait de la passer dans la poêle avec le beurre exhale un petit peu les arômes, la texture. Elle est un peu croustillante. Côté un petit peu aigre-doux avec cette petite tranche de pomme normande, bien entendu. Et puis un petit pain toasté. Je peux vous dire que c'est un apéritif, ça peut être aussi une entrée. Mais c'est un bon moment de douceur normande et un grand instant de régal, de gastronomie et de terroir pour nos artisans charcutiers, nos producteurs de pommes et nos boulangers qui font encore du bon pain. Et pour aider les fromagers, j'ai presque envie de rajouter un petit camembert bien fait là-dessus, à proximité. Oui, d'ailleurs, on peut remplacer alors, si on va un petit peu plus loin, bravo, je remplace ma rondelle de pomme ou je rajoute à ma rondelle de pomme et à ma tranche d'andouille une fine lamelle. Alors, j'irai plutôt sur le Neuchâtel qui se prête mieux à la cuisson. J'aime pas le camembert cuit, c'est un goût personnel. Ah oui, je l'aurais mis cru. Perico, excusez-moi, je vous coupe juste quelques instants parce qu'il est l'heure de rendre l'antenne à Radio Sensation, radio sur laquelle nous codiffusons ce programme, et de saluer, de souhaiter une bonne journée à tous les auditeurs de Radio Sensation qu'on retrouvera avec plaisir demain. Voilà, je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer, Perico, parce qu'on continue sur les supports numériques de Paris-Normandie. Et donc, on peut remplacer ou ajouter à cette tranche d'andouille et à ce petit morceau de pomme, eh bien, une tranche de fromage. Le Neuchâtel-Ambré, je disais, se prête mieux à la cuisson, juste toasté, soit au grill à la salamandre, soit sur la poêle. Et là, on a un beau complexe, une belle architecture sensorielle normande, avec tous les éléments de notre terroir. Et c'est un apéritif très gastronomique, avec lequel on passe. Pour le déconfinement, c'est un signe d'encouragement. Déconfinez-vous à l'andouille de Vire. Déconfinez-vous à l'andouille de Vire. Je pense que ce sera la phrase du jour. J'imaginais pas effectivement qu'on aurait cette consigne aujourd'hui. On finira d'ailleurs à la fin de chaque émission maintenant. On dira au revoir à nos auditeurs et spectateurs web et on leur dira et déconfinez-vous à l'andouille de Vire. Ouais, ça a la gueule. Dites-moi, Perico, attention, on rigole pas avec l'andouille. On a Marie-Lise là qui nous suit, qui nous dit l'andouille, celle qu'elle préfère, c'est l'andouille de la baleine ou de la ballonne à Gavray. Je sais pas, je suis. Oui. Bravo. Elle est pointue. Voilà, mais c'est un tout petit producteur. Voilà, l'Asto est plus accessible. Non, mais il y a des bonnes andouilles de Vire partout dans le commerce. Pour la regarder, il faut qu'elle ait une bonne tête. Il y a de l'andouille de Vire industrielle. Bon, il y en a pour tous les prix. Mais le mieux, c'est d'aller chez un artisan référencé, surtout que le cochon vienne de Normandie. L'andouille de Vire, c'est d'abord parce qu'on a un produit local. Et en général, les artisans qui font de l'andouille traditionnelle travaillent du cochon normand. Et le cochon normand, il déconfine bien aussi dans son coin. Vous voyez, Valentine Perico, on a une témoin là d'un jour, hein, c'est Valentine, elle est étudiante, elle regardait l'émission, puis elle est venue en plateau. Vous voyez la faconde de Perico. Allez, la dernière question, traditionnellement, à notre invité. Est-ce que vous êtes testé à des activités un peu farfelues parce que c'était le confinement que vous n'aurez jamais fait avant? Non, pas du tout. Parce que mes activités sont toujours farfelues. À la rigueur, je les ai un petit peu limitées. J'ai été un peu moins farfelu que d'habitude. Voilà. Bon, Perico, est-ce que vous voulez bien qu'on vous retrouve mercredi prochain? Bien sûr. Bien sûr. C'est quoi les devoirs qu'on pourrait donner, devoirs gastronomiques qu'on pourrait donner à Perico pour la semaine prochaine? On peut lui donner carte blanche. Carte blanche. Oui, voilà. Allez,
Donc Mais vous avez... je resterai en Normandie. Je resterai en Normandie. En Normandie. Toujours. Donc Toujours. la semaine prochaine, Perico, même programme, coup de gueule, coup de cœur, Oui. et puis la suggestion originale de Perico Légas. Sylvain, en Normandie, le déconfinement est infini. Très bien. Et on se déconfine à l'andouille. Et on se déconfine à l'andouille. Hein. On se souvient bien. Douille de vire, attention. Allez, au revoir Perico. Merci beaucoup. Hein. Au revoir Sylvain. Merci beaucoup. Je voulais réagir juste rapidement sur ce que vient de dire Perico concernant le retour à la malbouffe. Plus que le retour à la malbouffe, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'irrespect des gens. C'est-à-dire que là, en me promenant à vélo pour venir travailler ou pour aller en reportage, je vois des sacs de fast-food qui sont jetés comme ça négligemment. Ça avait disparu complètement pendant le confinement, évidemment, et c'est revenu à vitesse grand V. Ça m'affole. Enfin, je comprends pas. Donc, un peu de civisme, quoi. Mettez les affaires à la poubelle, tout simplement. Que les gens veuillent manger un McDo ou un Burger King ou un KFC, j'en cite 3 pour être dans les clous, mais voilà, peu importe, mais jeter ça à la poubelle, quoi, ça prend 30 secondes. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Non mais vous avez raison, c'est Perico qui vous inspire. Non mais c'est des choses, des vérités qui sont bonnes à dire. On continue avec Emma, on va retrouver Emma. Emma, c'est une aide-soignante, c'est une auxiliaire de vie, on la retrouve en direct depuis Caen, où elle travaille en EHPAD. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour, on a plaisir à vous accueillir. Vous faites partie de ces groupes importants, de toutes celles et ceux qui ont eu un travail important, qui ont eu même une mission importante pendant toute cette période de confinement. Comment ça s'est passé professionnellement pour vous ? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que c'est vrai que c'est notre rituel à nous de bien se protéger, de déjà désinfecter les mains, tout ça, mais... c'est surtout une pression que le virus ne rentre pas au sein de l'établissement. Sinon, c'est vrai que les conditions, ça reste un peu les mêmes. C'est juste qu'il y a un peu plus d'angoisse, un peu plus de stress. C'est pas évident. La situation dans les EHPAD a beaucoup inquiété et continue d'inquiéter. Comment vous l'avez vécu, vous, cette période ? Bien sûr, ça continue de nous inquiéter encore aujourd'hui, c'est hyper stressant, mais on le vit bien et on n'a pas le choix de toute façon. On doit être là pour les résidents et on doit rien montrer devant eux, même si on est angoissé. Mais comme je dis, nous, notre seul but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas le virus au sein de l'établissement. Vous avez eu des cas chez des collègues de Covid ? Non, on n'a eu aucun cas. Aucun cas au niveau des collègues et aucun cas au niveau des résidents. Ah oui, vous avez eu de la chance. Hein. Ah ouais, carrément. Vous avez eu de la chance. Oui, on a. Et à quoi vous pensez que vous le devez, ça, le fait de n'avoir eu aucun cas chez personne ? Vous pensez qu'il y a une raison particulière dans l'établissement où vous travaillez ? La raison particulière, je pense que c'est que tout le monde a fait attention, tout le monde s'est bien désinfecté les mains, on a tout désinfecté, ce qui est bar, ascenseur, tout ce qui est matériel, parce que on savait que si le virus était présent au sein de l'établissement, c'était nous qui l'apporté, parce que vu qu'il n'y a plus de visite au sein de l'établissement. Est-ce que, Emma, cette expérience professionnelle complètement inattendue, complètement inédite, est-ce qu'elle est de nature à changer votre regard, votre vision sur ce métier difficile que vous exercez, dont on ne parlait pas assez souvent d'ailleurs auparavant ? Est-ce que vous allez le pratiquer différemment après, avec toutes celles et ceux dont vous vous occupez au quotidien ? Ah, complètement, ça a changé la vision des choses. Et, concrètement, comment ? Je savais que j'aimais mon métier, mais c'est vrai qu'encore plus maintenant, on est vraiment près d'eux et puis prendre soin d'eux. Et on a eu tous eu peur qu'un résident attrape ce virus. Donc forcément, ça a changé la vision des choses entre eux et nous, parce qu'on est vraiment qu'avec eux, ils n'ont aucune visite. Donc ils n'avaient que nous. Donc forcément que ça change complètement la vision des choses et on a encore plus envie de s'occuper d'eux et prendre soin d'eux au maximum. Et puis on peut peut-être dire que pendant toute cette période où vos résidents ne pouvaient pas avoir de contact avec leur famille, ils en ont été très malheureux, c'était peut-être un peu vous aussi, leur famille, d'une période, d'un moment, d'un instant ? Oui, tout à fait, parce qu'ils n'ont pas tous la chance d'avoir un téléphone dans leur chambre. Beaucoup de personnes en ont, mais d'autres n'en ont pas. Donc c'est vrai que ça a été compliqué et puis vu que ça a été rallongé, ils avaient toujours un espoir, mais malheureusement c'est vrai que pour eux ça a été difficile parce que c'est pas depuis longtemps qu'ils ont des visites, mais c'est vrai qu'on a été là énormément pour beaucoup de résidents qui ont craqué plus d'une fois.
La dernière question traditionnelle depuis 12 heures que nous sommes en direct, la question de Valentine, qui est une étudiante qui nous visite sur le plateau aujourd'hui et qui pose une question à chacun de nos invités. Oui. Donc je voulais vous demander si vous avez mis en place par exemple des visios ou, pour que du coup les résidents voient leurs proches vu qu'il n'y a plus de visite, des choses mises en place pour qu'ils quand même ils gardent un contact, quelque chose comme ça. Oui, il y a eu beaucoup de visios et puis on a créé aussi un Facebook pour les familles pour qu'ils puissent voir ce que leur maman, enfin leurs parents voient ce qu'ils font au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de visios et franchement c'était top même pour eux. Hein. C'était vraiment. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emma d'avoir été en direct depuis Caen avec nous. C'était très sympa. Merci. Et puis on vous souhaite très très bonne continuation et puis beaucoup de courage aussi pour ce métier qui à la fois d'une façon est gratifiant et puis de l'autre est quand même très exigeant au quotidien, nous le savons. En tout cas, merci de le faire pour nos aînés. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Nous sommes dans l'attente maintenant de notre dernier invité. On va passer dans le domaine de l'entertainment, puisque nous allons recevoir un acteur. Un comédien, homme de théâtre, réalisateur, enfin un homme qui a plusieurs cordes à son arc, Bruno Puzulu, qui était à l'affiche d'une pièce de théâtre, L'Hérital, qui était aussi à l'affiche de 12 hommes en colère. Forcément, les représentations ont été annulées. Il n'a pas pu donner la dernière pour certaines. Donc, on va pouvoir voir avec lui ce que ça implique. On peut aussi évoquer avec lui toutes les annonces qui ont été faites la semaine dernière par le président de la République, Emmanuel Macron, notamment pour les intermittents. Il y a beaucoup de choses qui... Alors attendez, parce que je vais faire des gestes en même temps. Je pense qu'on l'a en ligne peut-être. Oui, on avait un petit problème de connexion d'oreillettes, ce qui fait que j'avais une immersion sur le plateau pour me dire que nous étions en ligne avec justement notre invité. Et c'est perturbant le direct quand même. C'est le direct, vous voyez. Ah mais il faut gérer la chose, vraiment. Voilà, donc bonjour Bruno Puzulu. Bonjour. Voilà, nous vous avons par téléphone et nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de Lignes Ouvertes. Merci. On vous en remercie. Anthony, qui est journaliste qui anime avec moi cette émission, faisait le lancement en quelque sorte et rappelait ce qui nous valait de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Oui, bonjour Bruno Puzulu. J'étais en train de dire que vous aviez plusieurs pièces à l'affiche. Je pense à la pièce L'Hérital, à 12 hommes en colère. Des pièces qui, évidemment, malheureusement, ont été interrompues. Est-ce qu'elles vont reprendre, ces pièces ? Oui, je pense qu'elles vont reprendre. C'est vrai que quand ça s'est arrêté, je jouais 12 hommes en colère au Théâtre Hébertot à 19h. Et ensuite, j'enchaînais sur une autre pièce à 21h, L'Hérital, à la scène parisienne. Et puis, je tournais aussi un film à Nice. Tout s'est arrêté, évidemment. J'espère que tout reprendra, mais vous savez, tout reprendra en fonction du virus. Là, on n'a pas de date. Pour l'instant, on ne voit pas le bout du tunnel. Alors, au plus tôt, ce sera à la rentrée. Plusieurs annonces la semaine dernière du président de la République pour la culture, notamment le statut d'intermittent qui est prolongé d'1 an. C'est quelque chose qui était attendu dans le milieu ? Oui, ça fait évidemment, c'était attendu dans le milieu, mais bon, on n'en sait pas plus entre les annonces et le concret, parce que pour les intermittents, 1 an de prolongation, mais à quel niveau cette prolongation-là ? Il faut maintenant entrer dans le concret des choses, parce que là, ça reste des annonces. Soit c'est beaucoup mieux que s'il n'y avait pas eu d'annonces, mais maintenant, il faut encore savoir de quoi sont faites ces annonces. Et puis, le statut d'intermittent, vous savez qu'il est prolongé pour ceux qui l'avaient, mais énormément d'intermittents font leurs heures durant les festivals d'été. Et c'est ce que j'allais demander. Ces intermittents-là, rien n'est fait, et c'est la plus grande partie des intermittents. Vous avez pu retrouver les planches. Je sais que les répétitions ont été à nouveau autorisées. Oui, mais non, parce que moi, c'est 2 pièces déjà qui se jouaient, donc vous savez, répéter sans avoir de date précise pour jouer. Alors quelques pièces doivent être répétées, mais c'est très compliqué avec la technique dans un théâtre. J'ai même entendu un médecin dire qu'on pouvait reprendre les représentations avec 1 mètre et demi d'écart sur scène. Bon, je sais pas
si ce médecin-là est allé au théâtre déjà, mais ça m'étonnerait que Antiochus ou Titus ne puissent pas approcher Bérénice. Ouais. Enfin, on peut toujours refaire le monde, mais enfin, bon. C'est comme les tournages, vous voyez. J'entendais un réalisateur qui disait il y a 2 acteurs qui doivent s'embrasser dans mon film, on va essayer de le faire avec des effets spéciaux, mais bon, tout ça est bien ridicule. Ça brise un peu la magie, effectivement. Ouais. Concrètement, ce film que vous étiez en train de tourner, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, et est-ce que vous avez une visibilité sur les reprises? Je suppose que non, mais... Ça s'appelle L'Envol. C'est un film de Frédéric Ferruli. Je pourrais pas en dire plus parce que il nous a demandé de pas trop dévoiler le sujet, mais il se tournait à Nice. Je crois que c'est le 3 ou 4e film du réalisateur. Je vais essayer. J'ai 2 autres films en prévision, mais là c'est très difficile parce qu'un tournage, il y a toute une équipe technique comme au théâtre. Et puis, de toute façon, vous savez, je pense que aussi tout le monde est pris de court, hein, y compris le gouvernement. Et puis, réouvrir le théâtre aujourd'hui, ça ne servirait à rien puisqu'il n'y aurait pas de public. Et moi, je me mets à la place des gens aussi. Hein, donc, alors... Évidemment, sûrement que rassembler des gens dans un théâtre, ce serait peut-être moins dangereux que des enfants à l'école. Mais comme les avis changent tous les 2 jours au gré de l'économie, certains scientifiques qui sont dans le comité du gouvernement nous disent des choses, puis le lendemain, l'économie leur dit autre chose. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont critiquer un professeur comme le professeur Raoult, qui lui maintient les choses depuis le début, qui lui est le seul à parler pour les cas asymptomatiques, par exemple, de fibrose, mais ça ne les intéresse pas. Lui, il parle de séquelles après avoir été contaminé, mais ça semble intéresser personne. Donc, je m'interroge beaucoup sur certaines personnes qui le critiquent énormément, qui font autorité, et ces mêmes personnes déconseillaient le masque, et maintenant ils le conseillent, et parlent même d'amende nécessaire aux gens qui ne le porteraient pas. Il y a beaucoup d'incompréhension, et comme le disait hier le docteur Burel sur notre plateau, même au sein des spécialistes de santé, il n'y a pas de consensus, que ce soit autour de la chloroquine, que ce soit autour d'autres traitements. Pour l'instant, c'est encore le grand flou. Effectivement, une question plus personnelle, votre confinement, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce qu'il a été propice à l'écriture, à la création? Mon confinement s'est fait à Paris d'abord parce que je voulais retourner en Normandie et puis j'ai eu peur d'être justement asymptomatique, de contaminer les miens. Donc il s'est fait à Paris dans mon appartement et j'ai beaucoup écrit. J'ai révisé mes textes aussi parce que vous savez c'est comme un musicien classique, si on laisse les choses aller, les textes ils nous quittent. Donc je suis prêt, hein, quand il faudra les jouer, moi le texte est toujours en moi et puis je pourrai répondre présent aussitôt. Mais oui, j'ai écrit beaucoup. Eh bien écoutez, vous avez droit, si je puis dire, à la dernière question de la part de notre étudiante qui nous visite sur le plateau aujourd'hui, une étudiante qui s'est déconfinée, qui est venue témoigner, et donc elle vous pose la dernière question. Oui, alors je voulais vous demander si vous avez mis des représentations en ligne comme l'Opéra de Paris avec les ballets. Non, pas du tout, parce que vous savez déjà le théâtre à la télévision, c'est pas terrible. C'est vraiment un art qui mérite d'être vu sur le vif dans une salle de spectacle. Et puis, non, vraiment abîmer la pièce en me filmant avec un téléphone. Je pense qu'à un moment, les gens vont en avoir assez de tout ça, de voir des trucs mal filmés sur le téléphone. Ils zappent sur les réseaux sociaux, ils voient même pas une chose entièrement. Non, j'aime trop ce que je joue en ce moment. Puis, vous savez, ça aurait été difficile parce qu'il y a une pièce que je joue avec... on est 12 sur scène.
Donc là, c'était pratiquement injouable. C'était 12 hommes en et colère. une autre où on est deux, un accordéoniste et moi. Et lui, il est à Vernon et moi, je suis à Paris. Et donc, ça aurait été difficile aussi, puis même. Merci beaucoup, Bruno Pezzoli, d'avoir partagé ce moment d'échange. Merci à vous. En direct, merci à vous. Bonne journée, merci beaucoup. beaucoup. Une bonne continuation. Et je précise juste qu'il y avait aussi l'Opéra de Rouen qui donnait des représentations en ligne. En ligne. Oui, tout à fait, c'est vrai. Oui. On avait reçu David Bobet sur ce sujet. Voilà, Valentine était avec nous pour la première fois et je voudrais envoyer un message à Momo Normand, qui est un internaute qu'on connaît bien ici dans les directs sur PNTV. Il nous suit régulièrement. Bien écoutez, ça fait longtemps qu'il souhaitait découvrir et visiter les installations de Paris-Normandie. Et bien, on l'accueille volontiers sur le plateau. Contactez-nous, Momo Normand, sur Facebook en privé et on va arranger ça ensemble. Le moment de conclure, le moment peut-être, Anthony, de demander à Valentine comment elle a vécu cette expérience inédite avec nous aujourd'hui. Incroyable, franchement, c'est vraiment super intéressant de voir comment vous gérez justement les directs. Ça n'a pas l'air d'être facile, hein, vraiment. Même quand il n'y a plus de piles dans l'oreillette. De gérer le timing, tout ça. Même quand on me coupe l'oreillette et qu'il faut se débrouiller tout seul. Oui, et qu'il y a quelqu'un ça, qui rentre sur le plateau et qui parle dans le dos. Enfin, voilà, ah ouais, non, mais c'est incroyable de vivre cette expérience. C'est vraiment. Déjà, je suis venue vraiment par curiosité parce que je voulais voir comment ça se gérait. Et je suis vraiment ravie. Vraiment. Alors, en tout cas, Anthony, je crois qu'on peut féliciter Valentine. Je trouve que voilà, vous avez posé des bonnes questions à nous inviter. Vous ne vous êtes pas laissé déstabiliser. Et donc, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Et on a été ravis de partager cette émission avec vous. De même. On a été ravis de partager, Anthony, cette émission aussi avec celles et ceux qui nous suivent, traditionnellement. Préciser que c'était la 40e émission Lignes Ouvertes. Qu'est-ce qu'on fait pour la 50e? On fait une petite fête? On fait quelque chose? La 50e, on demandera à Perico Légas et il amènera de l'andouille. Bon. Ah bah oui. Voilà, merci beaucoup à vous, toutes et tous, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même plateau, même heure, toujours en direct. Et on finit par la conclusion de Perico Légas. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Déconfinez-vous à l'andouille de Vire. À l'andouille de Vire. Pour ceux qui prennent l'émission à la fin, c'est incompréhensible, mais je vous invite à regarder les replays. Voilà, à bientôt, à demain. Au revoir. Bon après-midi.